Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 20h, démantèlement d'un réseau mafieux de fabrication des faux passeports et délivrance de faux visas. Ces incriminés viennent d'écoper une peine de 20 ans de prison assortie des amendes transactionnelles. C'est une première en République démocratique du Congo. L'inspection générale de l'éducation a désormais un système informatique avancé pour une analyse rapide et précise de copies d'examens d'État. La cérémonie inaugurale a eu lieu ce vendredi. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre cette grande édition sur la radio-télévision nationale congolaise. Un réseau mafieux a été démantelé par les services de sécurité. Les incriminés sont spécialisés dans la fabrication des faux passeports et délivrance de faux visas. Le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe vient de leur infliger une peine de 20 ans de prison assortie des amendes transactionnelles. Reportage Chimène Dondo. Le tribunal de grandes instances de la Gombe, siégeant en procédure de flagrance, condamne 20 ans de servitude pénale toutes les 3 personnes opérant dans la falsification de documents de voyage moyennant 1500 $ selon le visa. Les tribunaux qui les ont reconnus coupables des infractions mises en leur charge, 20 ans de servitude pénale et 1 million de francs congolais d'amende. Les infractions d'association de malfaiteurs, des faux en écriture et des falsifications de sceaux, mise à charge des prévenus Kayembemou Lamba Simon. Par conséquent, l'ANAKIT et les renvois libres de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Il faut noter qu'un de prévenus a été acquitté suite à son innocence. Dans le souci de transparence et de bonne gouvernance, le député national Alfred Dibanzi Nzondoni monte au créneau. Il interpelle le directeur général du service géologique national du Congo sur la gestion des ressources humaines et du parc automobile, tout en exigeant des comptes sur la gestion jugée opaque du fonds minier pour les générations futures. 2 initiatives parlementaires distinctes, mais motivées par une même volonté de redevabilité. Reportage Amin Balaka. L'Assemblée nationale s'apprête à ouvrir un débat houleux sur la gestion des fonds publics au sein du fonds minier pour les générations futures. À l'origine de cette interpellation, une question orale avec débat initié par l'honorable député Alfred Dibondi Nzondonio, élu de Libenge. Les documents officiels transmis au directeur général du FOMIN fait état des paiements importants effectués sans autorisation préalable de l'autorité de tutelle en violation de la législation en vigueur. Pourtant, dans le cadre d'un contrat lié à la construction du futur siège du FOMIN, plus de 16 millions de $ américains ont été versés à la société Hong Feng Sarl via 2 ordres de paiement datés de 13 et 28 février 2025. Le FOMIN aurait également réglé une somme supplémentaire de 1 200 000 $ américains à la société Taprinella, toujours sans respecter les procédures légales. Le président de la République, avec son intelligence stratégique, a bien voulu tisser un partenariat de sécurité contre les mines avec les États-Unis d'Amérique. Et ce partenariat ne pourrait porter de fruits si nous, en tant que parlementaires, dépositaires du pouvoir de contrôle des finances publiques suprême, jouons notre partition utile pour renforcer la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques. L'honorable Alfred Dibondi a également interpellé le directeur général du service géologique national du Congo sur des questions cruciales liées à la gestion des ressources humaines et du charroi automobile de cet établissement public. En déposant sa question écrite auprès du secrétariat de l'Assemblée nationale, les députés de Libenge insistent sur l'importance de la transparence et de la bonne gouvernance dans les processus de gestion de cet organisme. Un pas important vient d'être franchi dans l'amélioration de la prise en charge sociale des militaires et policiers. Ils font désormais partie du régime de sécurité sociale au même titre que les agents de l'État. Le sujet était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la fonction publique. Reportage Nadine Kilochon.
Conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État est déjà opérationnelle, même pour ce qui concerne le personnel de la police et de l'armée. C'est dans ce cadre que les vice-premiers ministres, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ont co-présidé jeudi 10 avril 2025 une réunion hautement stratégique sur la mise en œuvre effective du régime de sécurité sociale des policiers et militaires par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP. Cette réunion a permis de prendre d'importantes mesures en prélude du lancement officiel du régime de sécurité sociale des militaires et policiers qui devra intervenir à la fin de ce mois d'avril. Il est assez significatif que la République, le gouvernement puisse considérer davantage ses fils et ses filles qui sont sous le drapeau. Encore que nous envisageons déjà, nous aussi à la police, un recrutement pour renforcer et redorer notre police nationale. Une telle campagne va nous permettre de toucher les jeunes, les attirer vers cette fonction et profession noble. Cette réforme qui garantit une protection digne et équitable aux militaires et policiers prévoit notamment une meilleure prise en charge des risques professionnels liés à l'invalidité et au décès. Les militaires et les policiers qui vont être mis à la retraite désormais vont être pris en charge automatiquement par la CNSAP. Avec la mise en œuvre effective de cette réforme, le gouvernement marque un pas décisif dans le processus de la révolution sociale, de la protection des forces de l'ordre et des militaires, en leur assurant une couverture sociale complète et pérenne. Ensemble pour nourrir le monde, c'est le thème exploité au sommet mondial sur la nutrition qui s'est tenu en France. Présent à ce sommet, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire a évoqué le blocage causé par la guerre d'agression dans l'Est de la RDC dans le développement du secteur agricole. Marie Kalong. En mission officielle en Europe, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl-Moutombe, a participé au sommet mondial sur la nutrition pour la croissance avec comme thème principal « Ensemble pour nourrir le monde ». Plusieurs pays du monde ont participé à cette rencontre alimentaire basée sur les réflexions afin de formuler des recommandations pour mieux nourrir le monde et surtout un monde sans faim. Après la France, l'homme à la cravate verte s'est rendu en Turquie où il a visité les installations de Lucas Holland, l'une des grandes entreprises agricoles de l'Europe spécialisée dans la fabrication des matériels agricoles, des silos de stockage, des usines et autres équipements de transformation des produits agricoles. Au-delà de cette visite, le ministre d'État a échangé avec les responsables de cette firme pour comprendre leur mode de fonctionnement. Leur expérience pourra également permettre à la République démocratique du Congo de créer des entreprises agricoles de grande taille capables de produire et transformer sur place. Avec le staff de cette entreprise turque, il a vérifié les types de matériel, les types de produits transformés et leur mise sur le marché international. Rappelons que l'homme à la cravate verte reste sur sa ligne de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la revanche du sol sur le sous-sol portée par le gouvernement souminois. Des résultats sont déjà palpables avec la campagne agricole saison 1 qui, dans certains coins du pays, les prix des produits commencent à baisser, notamment le maïs. Nous l'avons dit à l'entame de ce journal, l'inspection générale de l'éducation a désormais un nouveau logiciel de correction de l'examen d'État, une première dans ce secteur. Un système informatique avancé va permettre une analyse rapide et précise des copies des épreuves. La cérémonie inaugurale a été présidée par la ministre d'État, ministre de l'Éducation, Raïssa Malou. Un nouveau logiciel de correction de l'examen d'État basé sur l'intelligence artificielle, baptisé Snot Manager, a été introduit à l'inspection générale à l'enseignement dans le but d'accélérer les corrections et la publication des résultats. Cette solution numérique innovante a été développée sous l'égide du ministère en vue d'automatiser la correction des copies, réduire les délais de traitement et minimiser les erreurs humaines. C'est là à l'approche de la session ordinaire de la 59e édition de l'examen d'État. Avec la technologie de l'intelligence artificielle, tout ce qui est en train de voir les jours en ce moment ici, il était important de mettre à profit les avancées technologiques pour passer d'un ancien système vers le nouveau que nous avons maintenant.
une structure qui résonne sur tout ce que l'on peut avoir comme innovation en rapport avec l'informatique dans notre ministère. Et c'est une première. Avant, on avait beaucoup plus de chargés des histoires en rapport avec l'administration, tout simplement. Lors de l'inauguration, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a effectué une visite de nouvelles installations en compagnie du vice-ministre et de l'inspection générale à l'enseignement. Ce dernier a présenté les différentes innovations mises en place, soulignant l'impact positif de cette réforme sur le processus d'évaluation. Les dernières pluies qui se sont abattues à Kinshasa n'ont pas épargné le pont jeté sur la rivière Lukaya. Une grande partie de cette infrastructure a été emportée. Les détails avec Serge Merlemata. D'une longueur d'environ 100 mètres, le pont Lukaya, jeté sur la rivière portant le même nom, n'a pas tenu face à l'immense quantité d'eau de pluie torrentielle qui se sont abattues dans la province du Congo central et qui a ravagé une partie de la ville de Kinshasa. Des poteaux électriques ont également cédé. À l'heure actuelle, les populations des communes de Mongafula et Ntseli, des entités séparées par la rivière Lukaya, peinent à passer d'un côté à l'autre. Ce, après l'écroulement de cette infrastructure. Des échelles en bois de fortune installées contre les bétons du reste de la structure servent de tremplin pour les passants moyennant 500 francs congolais. Il y a aussi des roches immergées des eaux qui permettent aux habitants de ces coins d'atteindre les dérives. Un appel urgent pour la réhabilitation de ces ponts est lancé par la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Affaire à suivre. Victimes des pluies du week-end dernier à Kinshasa, les blessés et autres malades internés dans les hôpitaux Vijana et de référence mère et enfants ont été visités par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Edi Tchala était dans sa suite. Poursuivant ces visites de réconfort, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue dans les hôpitaux Vijana, général de référence mère et enfants, pour apporter un soutien substantiel aux victimes blessées de la catastrophe naturelle intervenue le week-end dernier à Kinshasa. Dans ces établissements, la ministre a veillé à ce que les victimes reçoivent les soins appropriés. Elle a également pris l'initiative d'apporter des éléments essentiels pour assurer un suivi optimal des traitements. Nous prenons plus de 7000 familles en charge, catégories confondues, femmes, enfants, femmes enceintes, vieillards. La ministre lui-même nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes très ravis. Nous l'avons rassuré que nos différents sites sont très bien organisés parce qu'il y a dans les différents sites, il y a des équipes. Et dans chaque site, nous avons le box de santé avancé. C'est dans ce box de santé que nous recevons tous les patients. Après sa visite dans les hôpitaux précités, Nathalie Aziza Mounana est retournée sur les sites d'accueil pour s'assurer que les sinistrés étaient correctement pris en charge. Toujours en rapport avec les sinistrés des inondations survenues dans la ville-province Kinshasa, ils ont également bénéficié d'une assistance de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi à travers sa structure AFEPRO. Rodepanda. Elle n'est pas restée indifférente face à la catastrophe naturelle qui a touché des milliers de Congolais vivant à Kinshasa et ses environs. La mère du chef de l'État, Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, a délégué une équipe de membres de sa structure AFEPRO afin d'apporter une assistance aux sinistrés hébergés dans les sites Tata Raphaël. Une réaction urgente qui cadre avec la mission de l'ASBEL AFEPRO. C'est un paquet composé de vivres et non-vivres. Sa mission est de soutenir les démunis et personnes en souffrance. Cette situation rentre dans cet objectif. C'est ainsi qu'elle a pensé assister ces sinistrés. Cette première visite n'est pas la dernière, a souligné la vice-présidente de la FEPRO. Maman est très touchée par ces drames. Ces gestes témoignent de son affection. Elle doit apporter son appui. Le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, qui a reçu la délégation, et l'un des sinistrés ont remercié Maman Marthe Kassalou à travers la FEPRO pour ses gestes philanthropiques. Vous avez choisi les biens les plus importants pour nous en ce moment, et puis le mot c'est seulement le remerciement et que Dieu vous rende senti.
Au nom de tous les sinistrés, nous tenons vivement à présenter nos remerciements Son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi, pour avoir sauvé des vies. On était rescapés, on a perdu des choses, mais il n'a pas permis à nous de perdre des frères et sœurs. Un verre d'eau offert à une personne en détresse marque de l'empreinte dans son cœur. Bientôt, l'usine de traitement d'eau de Ndjili, qui dessert plus de 15 communes, va reprendre son fonctionnement normal, déjà grâce à la mise en service de 5 groupes motopompes à sa station de captage d'eau brute de Ndjili. L'eau potable coule à nouveau au quartier 12 à Ndjili et au quartier Yolo Sud à Kalamou. Serge Merlemata. Après près de 4 jours de pénurie, l'eau potable est de retour au robinet des habitants de la partie est et centre de la ville de Kinshasa. Ce retour de l'eau potable est un soulagement pour les habitants qui appellent les autorités à garantir la pérennité du service afin de ne plus revivre une telle situation. Et je crois qu'elle est en train d'arriver à la fin. Nous espérons que dans les 24 heures qui viennent, la situation sera totalement normale et chacun vaquera à ses occupations de manière normale comme d'accoutumé. À ce jour, la régie des OSA s'attelle à la tâche pour un approvisionnement régulier des différents quartiers de la partie est et centre de la ville en eau potable. Ce soir, nous allons remettre 2 autres pompes en service vers les petites heures du matin. Je crois que quand les gens se réveilleront demain, nous aurons déjà 5 groupes motopompes en fonctionnement au captage de Ndjili, ce qui est notre fonctionnement normal de chaque jour, parce que cela amène la capacité de production dans l'ordre de 330 000 m3 jour. Malgré ces différents défis actuels, la régie des OSA reste déterminée à bien accomplir et remplir sa mission et sa raison d'être, celle de donner toujours de l'eau potable à toute la population congolaise, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La reprise des travaux de construction de barrage Katende, c'est pour très bientôt. Plus de 1200 tonnes de matériaux de construction sont déjà arrivés à Tchimboulou, au Kasaï central. Le ministre des Ressources hydrauliques a échangé à ce sujet avec le directeur général de la Société nationale de chemin de fer, Alain Bikaï. Préoccupé par la relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende au Kasaï central, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Lambamouba, a tenu à se rassurer de l'acheminement des matériaux de construction sur les sites. Pour ce faire, Teddy Lamba a conféré avec le DG de la SNCC, Fabien Mouton, pour faire état des lieux de cette question de transfert de matériel qui marque un point culminant dans l'exécution de ces projets. Dans sa communication, le patron de l'électricité a rappelé à ses hôtes l'engagement et la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à parachever ces projets gouvernementaux devant servir la population de l'espace Grand Kasaï en électricité sont sans faille. Le ministre nous avait donné une mission, celle de faire bouger les wagons en déant 45 jours. Et laissez-moi vous dire que la SNCC, dans moins de 25 jours, nous sommes arrivés à faire bouger 68 wagons de Lubumbashi. Mais lorsque le barrage de Katende sera opérationnel, ça aura comme un effet d'entraînement, il y a les entreprises qui vont s'installer, il y aura beaucoup de centres d'exploitation. Dans ce moment-là, la République va gagner beaucoup d'argent. Pour pallier au retard enregistré dans l'exécution de la première phase, devant permettre la production de 16 MW et les réseaux de transport pour desservir les villes de Kananga, Mbujima et Tchimboulou, le gouvernement s'est résolu de financer ces travaux sur fonds propres. Le compte à rebours est lancé. La 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone libre-échange continentale africaine s'ouvre ce 15 avril. Les experts de 54 pays africains de cette zone se sont réunis à Kinshasa pour élaborer une nouvelle feuille de route pour faciliter la circulation des personnes et leurs biens. Eric Kabamba. Chaude poignée de main entre le ministre du Commerce extérieur et ses experts. Julien Paluku est visiblement satisfait du grand travail qu'abattent ces experts venus des 54 pays de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Pendant plusieurs jours, ils élaborent un nouveau plan d'action pour faciliter
les commerces intrants africains. Cette nouvelle feuille de route qui servira de guide va aussi faciliter la libre circulation de personnes et de leurs biens. Julien Paloukou appelle ses experts à un travail de qualité pour augmenter le volume du commerce africain au niveau international. RDC est la capitale de l'Afrique depuis le 7 avril de cette année. Les experts de tous les domaines, ils sont réunis ici à Kinshasa pour préparer la réunion qui sera présidée par le président de la République le 15 avril 2025. Les chefs d'État africains voudraient faire de cette zone de libre-échange continentale un instrument de développement de l'Afrique parce qu'il a été constaté que le commerce entre nous les Africains est très très faible. Il faudrait l'élever au niveau où il atteigne peut-être 80% du volume du commerce international pour que des échanges aient lieu entre nous, pour que les produits que nous avons dans chacun de nos pays puissent traverser les frontières librement sans beaucoup de difficultés. Les recommandations qui sortiront de cette réunion préparatoire de ces experts seront débattues au cours de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf qui s'ouvrira déjà le 15 avril de cette année à Kinshasa. Les procédures cadastrales et les délais légaux qui régissent le secteur minier en RDC doivent être respectés pour éviter la déchéance des titres miniers. Et ces textes ont été expliqués aux professionnels du secteur minier. C'était au cours de l'ouverture du café juridique qui s'est tenu ce vendredi à Kinshasa. Lucien Lavici-Senda, Patrick Kachala. Que disent les procédures cadastrales et les délais légaux? Les mandataires en mines et carrières, les opérateurs miniers et les services spécialisés dans ces secteurs ont été édifiés sur les deux concepts. Une initiative du cadastre minier à travers sa direction juridique. Les procédures cadastrales constituent la colonne vertébrale de la gestion du domaine minier. Elles doivent être menées dans le strict respect des textes, en particulier s'agissant des délais, pour garantir un environnement d'affaires stable, prévisible et attractif. Pour le directeur général du CAMI, Popol Maboliayenga, cette rencontre est une opportunité devant consacrer une compréhension commune des procédures cadastrales. Ce café juridique n'a pas pour prétention de tout résoudre aujourd'hui, mais a l'ambition de créer une dynamique, celle du dialogue, de la compréhension mutuelle et surtout de la recherche commune de solutions durables. Ensemble, faisons en sorte que les délais ne soient plus perçus comme des obstacles, mais comme des garants de rigueur, d'équité et de performance administrative. Les délais dans l'instruction des demandes des droits miniers et des carrières doivent être précision du chef du département cadastral et notariat Chomari Kifuluka. Le chef du département études juridiques Chama Kapuku et son collègue des droits et titres Mbouyamba Chibenji ont chacun expliqué les impacts, les sanctions, mais également les conséquences juridiques du retrait du certificat d'exploitation minière. Les officiers supérieurs de l'école de guerre de Kinshasa étaient les hôtes de la RTNC, une visite qui a permis aux apprenants militaires de découvrir le fonctionnement de différentes directions que compte la radio-télévision nationale congolaise. Reportage Odilon Kaumba. Au total, une trentaine d'officiers supérieurs de la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, notamment du Gabon, du Sénégal, de la France et d'autres pays ont visité les différents studios stratégiques de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Ces derniers, très réceptifs, ont reçu des responsables de la production des émissions, du journal télévisé et de la technique, des explications claires sur la production audiovisuelle de manière générale. Bref, faciliter à ces futurs stratèges militaires à concilier la théorie apprise, entre autres, dans les cours de communication opérationnelle à la pratique. En tout cas, les impressions sont satisfaisantes. Je suis contente qu'au niveau de la RT, la RTNC, la gente féminine soit respectée. Les hôtes de la RTNC ont visité aussi les différents quarts de reportage, ici des matos de haute volée appréciés. J'ai vu des équipements très neufs, les 4 ou 5 quarts régie qui datent de l'année dernière, des équipements qui sont assez onéreux et à la pointe de la technologie. Je pense que vous avez là un bel outil de travail qu'il va falloir utiliser. Enfin, les militaires ont salué le dévouement sans faille des cadres et agents de la RTNC et surtout l'esprit managérial de la directrice générale Sylvie Elenge Niembo, bien sûr, sous l'encadrement du président du conseil d'administration, Floribert Muboto. Au
Au-delà de la cohésion nationale attendue à l'issue des consultations nationales, le mouvement citoyen éclairé appelle les non-consultés à soutenir ses efforts au nom de la patrie. On écoute son responsable Hugues Boolé au micro de Cédric Kenina. Cette démarche de consultation politique initiée par le chef de l'État, je pense que nous, il y a peut-être un mois ou deux, on demandait à ce que le pays soit uni et que les acteurs politiques puissent se parler entre eux pour permettre justement de sortir de cette situation de crise, que j'ai envie de dire, en République démocratique du Congo. Les consultations ont été initiées dans ce but-là, mais je tiens à demander à ceux qui n'ont pas été consultés, que ce soit les mouvements, que ce soit les partis politiques, la société civile, de ne pas en faire un problème. De façon matérielle, si on voulait consulter l'ensemble de la République démocratique du Congo, on n'aurait pas eu le temps. On a consulté un échantillonnage, mais ça ne veut pas dire que les autres sont exclus. Dans le cadre du mouvement citoyen éclairé, ce que nous aurions peut-être rajouté, et que si on trouve la pertinence de ce qu'on va dire, qu'on puisse rajouter ça dans ce qui a été dit, qu'il est important pour le prochain gouvernement, ou même pour une vision à long terme de la République démocratique du Congo, que la RDC puisse atteindre une indépendance sur le plan agroalimentaire. Pour permettre à la RDC d'être indépendante, il faut vraiment qu'en fait, dans le système éducatif, qu'on puisse former des Congolais qui connaissent la RDC. Alors nous avons reçu le trophée de la jeunesse engagée pour dire que le travail qu'on est en train de faire est vraiment visible et que l'ensemble de la République démocratique du Congo voit. Et donc voilà, j'ai dédié ce trophée justement, parce que quand tu reçois un trophée, c'est une démarcation, c'est une excellence que je dédie à l'ensemble de la jeunesse congolaise, particulièrement à la jeunesse de la partie est de notre pays. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé, a rencontré ce vendredi l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Venezuela en RDC. Les échanges ont porté autour de la coopération culturelle entre le Venezuela et la République démocratique du Congo. Reportage. Cette rencontre entre la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elébé Mandembo, et l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela en RDC, Laura Evangelia Suarez, fait suite à la présentation de sa lettre de créance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi la veille. La diplomate vénézuélienne a souligné l'importance de cette visite, mettant en avant les similitudes culturelles entre le Venezuela et la RDC, ainsi que l'opportunité d'établir des échanges enrichissants entre les deux nations. Le domaine musical a arraché un intérêt particulier où les genres tels que la salsa vénézuélienne et la rumba congolaise pourrait servir de pont pour des collaborations culturelles. Laura Evangelia a également évoqué les puissants potentiels de la culture en tant que moyen de rapprochement entre le peuple à travers notamment le partage des traditions ancestrales. Et aujourd'hui, j'ai ma première visite de culture aussi avec la ministre de Culture, Art et Patrimoine, parce que Venezuela et Congo, il y a les cultures similaires. Si vous me regardez, je suis une femme noire. Si j'étais dans la route, quelqu'un peut penser que je suis congolais, je suis vénézuélien, mes sens viennent de l'Afrique, peut-être c'est d'ici du Congo, je ne sais pas. Cette rencontre marque le début d'une série d'initiatives visant à renforcer les liens culturels entre le Venezuela et la RDC, ouvrant la voie à des futurs